Hello mes chers amis, ici Pauline Agneau, bienvenue dans une nouvelle leçon où je réponds comme à chaque fois aux questions de l'un ou de l'une d'entre vous. En l'occurrence cette fois-ci, il s'agit de Kat, créatrice de la très jolie marque de prêt-à-porter responsable by Kat, qui s'est développée très fortement ces dernières années au point où by Kat va bientôt toucher le 1 million d'euros. En tout cas, c'est son objectif pour cette année 2025 et justement, c'est sa question. Comment réussir à percer le plafond de verre? Comment réussir à dépasser ses objectifs? Comment réussir à aller au-delà d'un certain palier quand on n'arrive pas à aller plus loin? C'est la question à laquelle j'ai essayé de répondre aujourd'hui avec Catherine et je suis sûre qu'elle parlera à de nombreux d'entre vous parce que comme je le dis dans cette leçon, souvent il faut sortir de sa zone de confort, se réinventer pour réussir à passer un cap. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entrepreneurs, mais finalement ce n'est pas que pour le travail, c'est aussi dans la vie personnelle que ça vaut. Bref, j'espère de tout cœur que cette leçon vous plaira. N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude dans les commentaires sur YouTube, sur mes réseaux sociaux ou à partager pourquoi pas cet épisode s'il vous a plu. Et je vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Quand on est indépendant, il y a des jours où tout roule. Et puis il y a les autres. Vous savez, ceux où un client oublie de payer une facture, où vous passez 1 heure à retrouver un justificatif dans une bannette mal triée, ou encore les jours où vous réalisez que votre compte pro ne distingue pas ce qui revient à l'URSSAF de ce que vous pouvez réellement dépenser. C'est là que mon sponsor de longue date, Conto, est bien plus qu'un simple compte bancaire. Facturation automatisée, relance intégrée, estimation du solde de TVA pour facilement savoir où vous en êtes, sous-compte avec IBAN dédié pour mettre du côté charge ou salaire, et surtout une vision claire, en temps réel, de votre trésorerie. C'est structurant, apaisant et si on est honnête, totalement indispensable quand on gère son business soi-même. Conto, c'est la solution que j'aurais aimé avoir à mes débuts et celle que je recommande sans réserve aujourd'hui aux indépendants autour de moi. En plus, Conto vous offre 3 mois sur votre abonnement compte pro avec le code Pauline2025. Alors n'attendez plus et rendez-vous sur conto.com, Q-O-N-T-O. Salut Catherine, bienvenue sur le podcast. Merci Pauline, je suis ravie de participer à ce podcast que j'écoute très régulièrement. Écoute, ça me fait super plaisir. Comme tu sais, j'ai souvent des personnes qui m'écoutent qui sont là et à chaque fois ça me fait chaud au cœur. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de toi plutôt. Donc je veux bien que tu te présentes et que tu me dises ensuite qu'est-ce qui t'amène avec moi aujourd'hui justement sur le podcast. Écoute, moi je suis Catherine Rouillot, la fondatrice de la marque by Kat, qui est une marque de vêtements féminins entièrement confectionnée à Bordeaux et dans la région depuis 9 ans, un peu plus de 9 ans. Donc ça fait 10 ans que je garde le même procédé de confection qui est quand même on ne peut plus responsable et on ne peut plus finalement artisanal puisque j'ai commencé en faisant tout moi-même. Voilà, la première année. Donc à l'époque, tu faisais ta couture toi-même, quoi. Tu cousais toi-même. Je cousais, je faisais tout, les photos, la couture, et heureusement que je me suis entourée de personnes bien plus compétentes que moi. Au bout de 8 mois, 1 an, ça s'est imposé, et puis surtout, elles sont bien plus compétentes et bien plus efficaces que moi, surtout au niveau de la couture. Ouais, j'imagine. Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que tu avais envie qu'on discute ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu es sur cette leçon avec moi? Alors moi, déjà, je me pose 10 000 questions à la journée, donc comme nous tous entrepreneurs, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est une aventure formidable puisque j'ai commencé toute seule en micro-entreprise. J'ai changé de statut 3 ans après, il était grand temps. Ensuite, confinement, machin, et puis Théophanie, j'attendais patiemment que ma fille Théophanie qui travaillait à l'époque veuille bien me rejoindre. Donc aujourd'hui, je travaille en famille avec ma fille depuis presque 3 ans. Donc c'est une belle histoire. Oui, c'est clair. Mais alors pour revenir
à la question. Au départ, je me suis dit, voilà, je vais profiter d'avoir l'expertise de Pauline pour lui demander s'il y a un réel plafond de verre dans le domaine de la mode responsable. Et puis évidemment, paf, je me pose cette question et puis finalement, j'ai un peu trouvé la réponse moi-même, puisque finalement, j'ai mis en place un business model qui fonctionne bien. Finalement, au bout de 9 ans, on est une équipe de 10, Bravo. la team de couturières et un atelier d'ailleurs, mais qui a fermé dernièrement. Donc voilà, je préfère parler de team de couturières. Elles sont 10. Et du coup, il suffit de démultiplier. Et évidemment, après, à moi de trouver la bonne orga, parce que je ne pourrai plus faire tout toute seule à partir du moment où elles seront 20. Parce Enfin, qu'aujourd'hui, en gros, t'as une équipe de couturières et t'as des personnes pour t'aider sur tout le reste, parce que il y a le produit, bien sûr, et le fait de le fabriquer, alors, mais il y a aussi l'administratif, il y a le bien sûr. marketing, la finance, tout ça, quoi. Ouais, bien sûr. Non, non, aujourd'hui, j'ai une team de 10 couturières. Je travaille, comme je disais, avec Théo, qui, elle s'occupe du shooting, de l'organisation des collaborations. Elle s'occupe aussi des restos, d'Insta, parce que c'est une marque quand même qui est née sur Instagram. Hmm. Vraiment, on a, voilà, moi, quand j'ai commencé, j'ai posté mes petites photos de cousettes en fait, hein, que je faisais moi-même pour mes filles, et c'est quelque chose qui a tout de suite, qui a tout de suite plu, je pense, dans la véracité de l'offre et puis dans la spontanéité. Donc, de là est née une jolie communauté et surtout une communauté de clientes. Euh, Hmm. Puisque j'avais pas encore ma marque déposée, que elle voulait déjà tout acheter. Mais Oui, là, en fait, c'est vraiment, t'as tes produits, en fait, t'as été appelé, quoi, finalement, oui, par les clientes. oui, 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 c'est ça complètement. Donc Trop voilà, sympa. cette Bah, belle c'est plutôt, en général, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Mais alors, du coup, quels sont tes problèmes aujourd'hui? C'est justement que tu vois ce développement et que tu te rends compte que c'est un peu un autre métier. Quel est c'est 10 000 questions que tu te poses par jour. C'est quoi? Eh bien, alors des problèmes entre guillemets, on a la chance quand même, je dirais, d'avoir un petit peu de l'or entre les doigts quelque part. Enfin, c'est un petit peu mon ressenti parfois, et de ne pas réussir à aller aussi loin qu'on le voudrait, parce que Bycat, j'ai envie de l'amener le plus loin possible. Aujourd'hui, on est deux quand même à gérer donc tout ça. Théo plutôt sur l'aspect communication, image, fidélisation des clientes. Et puis, elle fait aussi un peu le touch and go avec notre webmaster qu'on a en Presta. Et puis moi, je suis plus un petit peu dans la mécanique et dans le rouage un petit peu plus j'ai un peu les mains dedans, plus dans le sourcing, plus dans le SAV que je me suis gardée, la D'accord. création des modèles, le stylisme, et puis le pilotage de l'entreprise. Donc ma question, elle est qu'avec cette organisation-là, est-ce qu'il y a un plafond de verre à cette mode responsable euh, sans surtout négliger le point, la qualité et la responsabilité du vêtement, Hmm. qui est au cœur enfin voilà, qui est l'ADN by Cat. Bah, écoute, alors je pense qu'il y a pas vraiment un plafond de verre, mais je pense qu'il y a des grands paliers. Mhm. Et bien souvent, et ce qui est très frustrant dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, c'est pas du tout une ligne droite comme ça. C'est plutôt une ligne. Là, je fais des signes pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, c'est plus facile. Mais en gros, si tu as une pente, ensuite tu as un long palier. Et en Ouais, ouais. fait, ce qui est très difficile, c'est que le point d'inflexion pour changer du palier plat à une nouvelle pente, en fait, il est très difficile parce qu'il nécessite de changer quelque chose, soit dans l'organisation, soit dans le marketing. Mais fondamentalement, tu ne peux pas, c'est assez normal, tu me diras, changer et passer d'un palier à une pente de croissance forte
et donc tu vois, pour changer de dimension sans changer quand même à un moment donné quelque chose d'assez important. Et donc ça peut être de changer de méthode de production, ça peut être de commencer à recruter plus de monde, tu vois, sur la partie administrative, marketing, etc. Ça peut être de, je sais pas, changer changer ton marketing, changer ta com. Donc il y a plein de paliers différents, et c'est ça qui fait que l'entrepreneuriat, souvent on dit que c'est des cycles, et ce qui est pas facile, c'est qu'en fait les paliers du départ sont pas les mêmes que les paliers du milieu ou que les paliers de la fin, si tant est qu'il y ait une fin d'ailleurs. Et donc en gros, c'est pas évident parce que tu dois en permanence te réinventer, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est ça aussi qui est excitant et qui plaît à des personnes comme toi et moi, créatives. Mais ça nécessite du coup, donc la réponse à ma question, c'est fondamentalement, je pense qu'il y a jamais de plafond de verre si t'es capable de te réinventer. Par contre, si tu te réinventes pas, là oui, à un moment donné, t'es capé et tu resteras toujours dans ton prisme, dans ta zone de confort, en fait, si tu veux. Oui, c'est tout à fait. C'est à cette conclusion que j'en suis venue, effectivement, en réfléchissant là-dessus. Ça passe par une flexibilité, en fait. Il faut absolument, selon les objectifs qu'on se donne, il faut aussi se donner les moyens à un moment donné de changer véritablement. C'est ça, parce qu'en fait, en gros, ce qui est dur dans l'entrepreneuriat, et moi je te le dis avec mon niveau en tout cas d'expérience, c'est que ce qui fait que ta boîte va marcher entre 0 et 300 000 à 400 000 euros de chiffre d'affaires n'est pas la même chose que ce qui fait que ton entreprise va marcher entre 400 et 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Entre 3 millions et je dirais 7 à 10, c'est pas la même chose. 10 à 50, c'est pas la même chose. Et donc en fait, si tu veux, il y a des paliers. Alors après, moi malheureusement, je t'avouerai que je ne suis pas encore à 300 millions, donc je ne peux pas te dire encore à 300 millions ce que c'est, mais je suspecte que c'est encore la même chose. Et donc, ce qui est pas facile, c'est quand tu dois changer fondamentalement ton rôle, toi, tu vois, aussi de dirigeante d'entreprise, et que tu dois commencer à t'intéresser à d'autres choses. Je te donne un exemple chez Gemio. Au début, par exemple, ce qui faisait qu'on était très bon entre 0 et je sais pas 300-400 000 euros de chiffre d'affaires, c'était que on était très bon, notre site internet était excellent, et que, enfin par rapport à la moyenne, on va dire, on avait beaucoup d'offres, et on était très bon notamment en référencement naturel à l'époque, et donc en marketing, le fait d'avoir un très très bon référencement naturel, d'avoir des produits avec plein de pierres différentes, entre guillemets, ça suffisait à faire 400 000 euros de chiffre d'affaires. Mais ensuite, quand tu veux passer un cap, en fait, il a fallu commencer à avoir une marque. À l'époque, on n'était pas vraiment une marque, si tu veux. Et d'ailleurs, notre panier moyen, il était bien inférieur, parce qu'en fait, au début, on n'avait pas d'argent, etc. Je me rappelle pas, mais c'était peut-être 600-700 euros si tu veux le panier moyen. Maintenant, il est plutôt à 2500 euros. Et donc, en gros, tout ça pour te dire que c'est pas les mêmes choses qui marchaient à l'époque que ce qui marche maintenant. Et il a fallu, et c'est un effort honnêtement important sur soi et sur l'entreprise, de se dire, et moi je me rappelle très bien consciemment, mais en fait, si on veut passer un cap, il faut qu'en fait on devienne une marque. Et donc on a commencé à réfléchir à c'est quoi devenir une marque, et donc avoir une plateforme de marque. Ensuite, après, il y avait d'autres choses, si tu veux. Il faut faire de la fidélisation, etc. Donc en fait, mais il faut pas mal changer le paradigme, si tu veux, de la manière dont tu fais ton business. Tu vois, par exemple, entre, je sais pas, jusqu'à 7 millions, j'exagère peut-être un peu, mais tu peux faire quand même pas mal de choses toi-même. Ça me fait rire parce que nous, avec Théo, on a sans même se concerter, on a cet objectif de passer le million en 2025. Donc, ça me fait rire, mais on est déjà très, très... Mais c'est déjà génial, 1 million, tu te rends compte dans la mode. Ouais, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Moi, j'ai envie de t'aider à y arriver. Oui, on va y arriver, c'est certain. C'est beaucoup de travail, hein. Il faut pas, enfin, voilà, Bien sûr. C'est beaucoup de travail, mais 1 million déjà, ça veut dire que tu peux plus tout faire tout seul. Tu vois, à 300-400 000 euros de chiffre d'affaires, 500 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux, toi et Théo, je suis sûre, vous pouvez à peu près tout gérer. Là, vous allez devoir commencer à séparer plus les rôles, que toi, vous investissiez chacune sur vos vraies forces. Peut-être que vous commenciez à recruter des gens en plus, tu vois. Ça peut être en freelance d'ailleurs, pour vous aider sur les points morts, en fait. Mais alors là, pour le coup, on a beaucoup de prestataires. On a beaucoup, faut pas exagérer. On a quelques prestataires bien ciblés. Bien sûr, oui. Et ou dans ce cas, c'est peut-être pas ça. Parfois, c'est pas au niveau de l'organisation. Parfois, c'est au niveau, tu vois, du marketing. Le marketing qui a marché pour, en fait, on va dire une audience peut-être un peu plus, alors je dis niche, c'est déjà très bien, hein, mais une audience un peu plus niche,
À partir du moment où tu veux commencer à parler à un public plus large, c'est plus exactement le même marketing qui fonctionne, Oui, par exemple. Donc, oui, je oui. peux pas te dire lequel exactement parce que ça, c'est à On toi en aussi est d'avoir un ses petit instincts. peu, on en Mais est c'est un petit peut-être ça. peu là, on est dans cette case créateur. Évidemment que notre produit n'est pas pour tout le monde et c'est OK depuis très longtemps. Moi, le but, c'était vraiment surtout de continuer à me faire plaisir et de proposer des choses qui me font plaisir et que je sais faire. Donc voilà, le choix il est fait depuis longtemps, mais par contre c'est vrai qu'on en est à le présenter peut-être différemment et plus largement que ce qu'on fait sur Instagram, ça c'est possible. Tu vois, moi, un conseil que je peux te donner pour sentir ça, et d'ailleurs je le donne à toi et aux personnes qui nous écoutent, ce que j'ai beaucoup fait et j'essaie de continuer à le faire, c'est de parler non pas à des clients, mais de parler à des prospects, c'est-à-dire des femmes, ou des hommes, si tu as aussi des vêtements pour hommes, mais des femmes qui devraient d'une certaine manière être clientes chez toi, ou qui sont pas exactement ton cœur de cible, mais qui Oui. pourraient être pas très loin de ton cœur de cible, Complètement. et que tu essayes de comprendre pourquoi elles ne sont pas clientes chez toi. Et vraiment que tu comprennes profondément. Donc tu passes un peu de temps avec elles au téléphone ou tu prends un café, tu vois, si c'est des copines, et tu essayes de dire mais c'est quoi? C'est que le produit vous plaît pas? C'est que la mise en avant? C'est que c'est pas accessible parce que je sais pas, je suis pas à l'aise à l'idée de commencer. Vraiment essayer de comprendre leurs freins et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas. Et moi je me rappelle avoir fait cet exercice à de nombreuses reprises et je t'assure c'est fou ce qu'on apprend. Non mais je t'assure c'est dingue. Des choses que tu ne peux pas anticiper. Et c'est pas difficile à mettre en place en plus. C'est gratuit, plutôt, c'est 1 heure, c'est sympa, tu les invites à un café. Non, Et rien que tu vois, tu fais ça sur 3-4 personnes, en général, il faut bien les cibler parce qu'il faut vraiment que ça soit des personnes où tu sens déjà ce que je vais entendre, mais ouais, mais du coup c'est mais intéressant. Je vais le faire. Mais du coup, si tu l'entends, tu sais, dis-moi. Alors voilà, j'avais cette question qui me tenait à cœur parce que je trouve que tu es voilà bien placée pour y répondre et j'ai entendu un petit peu quelques conseils. Mais comme je travaille avec ma fille, ça me tenait aussi beaucoup à cœur de te demander quelles erreurs à ne pas faire quand on travaille en famille. J'ai aussi mon fils qui était en alternance cette année, donc qui ne va pas. C'était un passage et on le savait, donc ça c'était très bien pour lui et très bien pour moi d'ailleurs cette année. Mais je voulais, voilà, toi qui, je crois, a travaillé avec ton mari, il me semble. Si tu avais des conseils à m'apporter aussi sur ce sujet-là, parce que c'est ma priorité. La priorité, c'est le lien avec ma fille, hein, Bien sûr. c'est certain et ça passe avant tout. Mais du coup, c'est de mettre en place, voilà, le plus de choses possibles pour border et ne surtout pas faire d'erreur. Et j'avais d'ailleurs, quand elle est arrivée, j'avais fait un audit sur la communication interne. On n'était que deux, hein. Non, Mais j'avais mis en place ça pour être sûr qu'on puisse s'appuyer sur une base de travail et ça nous a d'ailleurs beaucoup apporté, beaucoup aidé. Donc c'est vraiment quelque chose que je peux conseiller aussi. Mais voilà, je voudrais avoir ton avis sur cet aspect-là aussi qui me tient à cœur. Ouais, bah t'as raison de t'en soucier, c'est pas facile et puis c'est alors risqué, oui et non, parce que je pense que ta relation avec ta fille restera excellente. Mais c'est vrai que c'est le travail en fait, pour avoir vécu. J'ai quand même quelques amis avec lesquels j'ai travaillé, avec lesquels malheureusement maintenant je ne parle plus. Donc il faut quand même le dire, c'est pas si facile. Et même avec mon mari, on se fait quand même régulièrement des bonnes engueulades, hein, je peux te dire, et où ça n'a pas toujours été facile. Donc dans les quelques conseils que je peux te donner, déjà il y a un point, je pense, qui est assez fondamental, c'est au-delà des rôles, de savoir qui est la personne qui a le dernier mot sur pas sur tout, mais sur certaines tâches. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, chaque élément de votre business a un patron. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est ta fille par exemple qui fait la communication et qui doit choisir les influenceurs avec lesquels vous travaillez ou qui s'occupe de faire les photos, même si tu peux donner ton avis et t'as plutôt intérêt à donner ton avis et c'est sain d'ailleurs, à un moment donné, il faut qu'elle soit vraiment owner du sujet, désolé pour les anglicismes, c'est-à-dire qu'elle en soit responsable et que la responsabilité, elle soit clairement chez elle de telle sorte que si jamais elle est pas d'accord avec toi, il y a une personne qui tranche. Le problème fondamental, ça vaut beaucoup quand on est en famille, mais c'est le cas sincèrement dans n'importe quelle relation de travail, il faut qu'il y ait une personne qui est la personne
décisionnaire en dernier lieu. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème, mais quand il y a un débat, il faut qu'il y ait une personne qui ait la légitimité. Et en fait, là où c'est pas noir ou blanc, c'est que c'est rarement sur tous les sujets. C'est-à-dire, et surtout quand on travaille en famille, si tu veux, c'est pas moi je décide, mon mari décide, et en fait, non, il faut qu'on soit quand même accordé, mais il faut que sur plein de détails de tâches, ça soit très très clair pour toi et pour les équipes qui décide. Chacun ses domaines. Exactement. Mais parfois, c'est pas si simple que ça, parce que j'imagine que tu as quand même un avis aussi sur la com, etc. Peut-être qu'elle peut avoir un avis sur les SAV, j'en sais rien. Alors c'est vrai que on est associés aujourd'hui, c'est récent, mais on est associés. Et si je me suis associée avec ma fille, c'est pas pour rien. C'est que j'ai confiance. Vous avez ce dialogue. Une confiance presque aveugle dans ses tâches et dans son domaine. D'accord. Donc je donne mon avis, mais si c'est de la collaboration, si c'est des influenceuses, je lui laisse, je lui laisse le choix. Carte blanche. C'est son domaine, c'est pas le mien. On a d'ailleurs souvent des visions un petit peu différentes, comme d'ailleurs dans le stylisme. Et c'est pour le coup dans le stylisme, c'est peut-être moi. Alors elle me donne son avis clairement et heureusement, et j'en tiens compte parfois. Mais c'est moi qui ai le dernier mot. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que en tout cas, tant mieux si ça se passe bien. Un souci de tous les jours. Mais dis-toi que plus vous allez grandir et plus votre entreprise risque d'avoir des personnes en dessous. Et si par exemple il y a des personnes en dessous qui te reportent sur la partie stylisme, qui déjà vont interpréter ton stylisme, il peut y avoir une déperdition entre guillemets de la clarté de ce que vous faites. Et donc c'est dans ce genre de cas, c'est plus il y a une cascade si tu veux de gens, plus il faut que ça soit très très clair de qui décide de quoi. Pour éviter sincèrement l'ego, les malentendus, etc. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner, mais tant mieux si a priori c'est pas quelque chose qui compte pour vous. Qui est important. Mais c'est intéressant quand même parce qu'en fait beaucoup de choses se font naturellement et c'est fluide, mais c'est bien d'en discuter pour au final le réaliser plus objectivement en fait. Oui, d'autant que tu sais, c'est comme malheureusement c'est un peu comme les mariages et les divorces. Quand tout se passe bien, il n'y a pas de problème. C'est le jour où, je sais pas, si un jour tu sors une collection et que vraiment ta fille, ça lui, je sais pas pourquoi, elle la comprend pas. Même si vous dialoguez, c'est plus dans les moments difficiles. Je pense pas que ça arrivera, mais disons que voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu bête à dire, mais je pense qu'il faut essayer de rester hyper professionnel et de professionnaliser autant que faire se peut les relations. Parce qu'en fait, comme vous avez déjà une relation personnelle très forte, finalement le personnel, il va être dans tout ce que vous faites. C'est pas le problème, c'est pas de garder le personnel. Le problème, c'est de garder le professionnel. Ça, c'est sûr. Exactement. Et donc garder le professionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire un peu faire des choses que tu ferais comme si c'était pas ta fille. C'est-à-dire que si c'était une associée qui était pas ta fille et qui était quelqu'un que t'as embauché de professionnel, tu ferais peut-être un point une fois par semaine avec elle, t'aurais tu vois ce que je veux dire, et vice versa. Et donc vous auriez un certain nombre vous feriez des feedbacks, vous feriez ce qu'on se fait, mon mari et moi ensemble, des feedbacks annuels, tu vois, un peu de, alors c'est quoi ce que t'as remarqué que t'as bien fait, pas bien fait cette année, en termes de, aussi d'état d'esprit, etc. Donc en fait, instaurer un petit peu de rationnel et de professionnalisme dans la relation, parce qu'en fait, sincèrement, c'est utile, en réalité, et que du coup, ça va aussi créer de l'apaisement dans le sens où vous serez habitués à collaborer ensemble comme, pas uniquement une mère et sa fille, mais comme des collaborateurs professionnels. Oui, ce qui fait, une fois de plus... On le fait un peu, mais je pense pas assez. Et c'est toujours très bénéfique. Et... c'est utile parce que une fois de plus, j'anticipe le fait que tu vas bientôt faire 1 million, peut-être bientôt 2, peut-être bientôt 5, etc. Et plus la boîte va devenir compliquée, plus c'est nécessaire, en fait. Parce qu'au début, c'est pas très grave. Il faut qu'on s'améliore un peu là-dessus. Mais dès que tu grandis, et plus tôt tu le fais, le mieux c'est. Après, moi, je sais que j'ai un point faible, c'est que du coup, c'est ma fille, et de parler d'argent avec ma fille, c'est quelque chose, j'ai du mal. Je prends sur moi. Heureusement que j'ai un super comptable qui
qui gère bien, qui me comprend, qui voilà, qui nous comprend bien d'ailleurs toutes les deux. Mais je trouve que parler d'argent avec ça, c'est pas naturel pour moi. J'aime pas ça du tout. Je comprends, mais malheureusement là en fait c'est une entreprise et d'ailleurs même je vais te dire un truc dans un foyer en réalité c'est plutôt sain de parler d'argent parce qu'il vaut mieux pas avoir de non-dit sur ce genre de choses. Parler d'argent c'est pas forcément sale au sens où c'est pas forcément de dire il faut gagner tant etc. Ça peut être tu vois en fait aujourd'hui voilà notre objectif de chiffre d'affaires, voilà notre objectif de dépenses, voilà la marge qu'on veut faire. Ça reste quand même une relation professionnelle tu vois et ça je pense qu'il faut se dire les choses et dire je sais pas par exemple ton shooting photo il est super beau mais il a coûté je sais pas 20 000 euros de plus que prévu il faut pouvoir se le dire aussi tu vois. Bien sûr. Ouais, Donc en fait cette relation professionnelle peut-être sur l'argent justement t'as raison et puis le cadre des choses déjà ça franchement c'est beaucoup en réalité et je peux te dire qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font pas ça très bien donc si vous arrivez à le faire c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut pas surcomplexifier non plus tu vois mais rien que ça déjà c'est bien. Peut-être aussi à s'habituer à se donner du feedback ça c'est utile tu vois à se dire là j'ai remarqué des habitudes de feedback, c'est clair que des rendez-vous, c'est clair que ça, on le fait, mais on le fait naturellement, mais c'est pas structuré. Enfin voilà, c'est pas un rendez-vous, mais on le fait au quotidien. Mais je sais que ça peut paraître ridicule, tu sais, quand on est deux, et moi je me rappelle c'était pareil avec mon mari au début, ou même quand on était 5, c'est tu passes toute la journée avec l'autre, donc tu te dis mais à quoi ça sert qu'on se fasse un point officiel mais en fait je t'assure que ça sert parce qu'en fait ça crée un cadre qui tout de suite est moins informel et plus pro et donc en fait tout le monde n'est pas exactement dans le même état d'esprit tu vois c'est-à-dire que tu vas être tu vas pas lui parler comme sa mère comme Kat sa mère tu vas lui parler comme Kat sa collègue tu vois et son associé et c'est un peu différent comme mindset et en fait que vous appreniez à switcher de l'un à l'autre ça c'est assez important. Oui, c'est vrai. Oui, ça, on a des progrès à faire. Hein. C'est On normal. est non-stop. Et encore, on a la chance d'avoir des bureaux et chacun a son espace. Voilà, il y a le showroom pour l'accueil client, il y a le bureau créatif. Enfin, je veux dire, on a des espaces. On peut prendre le large si jamais on a envie d'être un peu tranquille. Donc ça, c'est sympa. Mais on a des petits progrès à faire là-dessus. Ça, je trouve ça intéressant. C'est sûr. Super. Puis surtout, oui, pour le coup, avec la grossesse qui arrive, le baby qui arrive, ça va changer un peu les choses aussi. structurer tout ça et pour continuer à être aussi efficace. Génial. Bon écoute Kat, merci en tout cas pour toutes ces questions, c'était hyper intéressant et puis surtout je te souhaite de réussir à atteindre cet objectif qui est quand même un sacré objectif le 1er million, c'est quelque chose. Moi je me rappelle quand on a touché avec Gemio, j'étais et c'est un bel objectif et c'est vrai que quand on a commencé enfin voilà, moi j'ai commencé comme ça si petit et puis on est encore une petite entreprise d'arriver comme ça à conquérir enfin voilà les cœurs d'une certaine communauté qui aime ce produit un petit peu entre guillemets d'exception quand même puisque le fait main aujourd'hui et le côté artisanal ça devient voilà un produit un petit peu d'exception et je trouve que ouais on est très contente et très excitée de cette avancée de cette aventure. Génial. Alors dis-moi, pour les personnes qui nous écoutent, qui auraient peut-être envie d'en savoir plus, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, ton univers, tout ce que vous faites? Alors c'est simple, bycat c'est bycat.fr et c'est surtout sur Instagram. Bycat, c'est AT, n'est-ce pas Oui, bycat BYCAT. Sur Instagram, donc nos produits sont vraiment exclusivement que sur notre site. Ouais. Et sur Instagram, on peut avoir voilà toute la communication de Théo, toutes les infos, toutes les comment c'est fait aussi, hein, puisqu'on explique, on fait des lives aussi pour montrer les matières de plus près pour nos clientes et pour leur expliquer comment c'est fait, comment leur suite a été fait, comment le tissu a été choisi, puisqu'on utilise beaucoup de stock dormant haute couture. Donc voilà, c'est très vivant et c'est très sympa en fait cette plateforme pour nous.
Très très sympa. Bah écoute, je te remercie Catherine pour ton temps Avec et puis bravo pour tout ce que vous avez fait. Et à bientôt peut-être pour une prochaine leçon. Merci, à bientôt. Au revoir, Ciao. Pauline.